J'adore grand-mère sous le plancher, dit la petite fille à sa mère. Lorsqu'elles le déterrèrent enfin, un sentiment étrange les envahit. Laura descendit du vieux pick-up cabossé conduit par Monsieur Ethan, chauffeur routier embauché et propriétaire de la pension. Elle serrait sa fille Hélène dans ses bras, une fillette de 7 ans, maigre et silencieuse, aux cheveux noirs, qui s'accrochait à sa mère comme une ombre. Laura tenait une vieille valise en tissu. Pendant ce temps, Hélène serrait dans ses bras un ours en peluche nommé Paco, le dernier cadeau de son père avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. La voici, la maison comme tu l'as demandé. Pas cher, calme, proche du centre du village, dit Monsieur Ethan en regardant Hélène avec prudence. Tu ferais mieux d'éloigner la petite du sous-sol. Les enfants du coin disent qu'il fait froid ici. Il hésita, puis ajouta avec une grimace, froid. Laura fronça les sourcils, essayant de déchiffrer l'avertissement. Eh bien, l'air est probablement humide. Peut-être de la moisissure. Je ne suis pas superstitieuse, dit-elle avec un rire forcé. Les locataires précédents sont partis parce que leur fille n'arrivait pas à dormir. Ce n'est rien de grave, en fait. Elle ne répondit pas davantage, hocha simplement la tête et conduisit Hélène à l'intérieur. La maison était vieille, un bâtiment de 2 étages avec un toit de tuiles rouges déjà délabré et des murs de calcaire blanc tachetés de mousse noire. À l'intérieur, le sol en briques rouges défraîchi et les portes en bois branlantes craquaient à chaque rafale de vent, comme si la maison elle-même était vivante et respirait avec difficulté. « Tu aimes cet endroit ?» demanda doucement Laura en caressant les cheveux de sa fille. Hélène ne dit rien. Son regard parcourut la pièce et s'arrêta sur un carrelage gris pâle au centre du salon. Il paraissait ordinaire, sans plus. « J'aime les endroits calmes, murmura-t-elle en serrant Paco fermement. Cette nuit-là, Laura essaya d'endormir Hélène à l'étage. Dehors, le vent hurlait à travers les vitres, produisant un son sec et plaintif qui résonnait dans les pièces vides. Laura serra le loquet de la fenêtre, la ferma fermement et retourna au lit. Hélène dormait déjà, mais ses petites mains serraient encore l'ours en peluche. Ses paupières frémirent légèrement, comme si elle rêvait. À l'aube, Laura fut réveillée en sursaut par un léger bruit. En descendant l'escalier, elle trouva Hélène assise en tailleur sur le sol du salon, à même le carrelage gris. La jeune fille avait la tête baissée, chuchotant comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. « Grand-mère, ne sois pas triste. Je me soucie de la vieille dame sous le plancher, » murmura Hélène. Laura frissonna. « Hélène » appela-t-elle doucement. « Que fais-tu » Hélène leva la tête, le regard lointain et rêveur. « Je lui parle » dit-elle doucement. Elle ne se souvient plus de son nom. Elle a froid. Alarmée, Laura se précipita vers sa fille et la souleva. « Il n'y a personne. Ne répète plus ce genre de choses, d'accord ?» Hélène hocha la tête en silence, mais ne dit rien de plus. Pourtant, pendant le petit déjeuner, son regard ne cessait de dériver vers ce même carrelage gris, comme si quelque chose d'invisible l'appelait. Le lendemain, et les jours suivants, cela se reproduisit encore et encore. Chaque matin, Laura trouvait Hélène assise par terre, murmurant doucement « Maman, elle est toujours là. Je tiens à elle. » Au début, Laura essaya d'en rire. « Tu imagines des choses, comme ces amis imaginaires dont tu parlais, tu te souviens ?» Mais Hélène ne rit pas. Elle n'était plus la petite fille joyeuse qu'elle était en ville. Elle était devenue silencieuse, renfermée. Chaque fois qu'elle évoquait la vieille dame, ses yeux s'assombrissaient d'une tristesse trop profonde pour qu'un enfant puisse la comprendre. Une semaine plus tard, Laura emmena Hélène acheter du pain à la boulangerie de Madame Rose. Madame Rose, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, portait toujours une écharpe tricotée, même par temps chaud. « Votre petit a l'air pâle » commenta Madame Rose en emballant le pain. « Oui, elle n'a pas bien dormi ces derniers temps » soupira Laura. « Elle n'arrête pas de parler d'une vieille dame sous le plancher. Sais-tu qui a vécu dans cette maison avant nous ?» L'expression de Madame Rose changea. Elle resserra la ficelle autour du paquet de pain et dit doucement « Vous logez dans la maison près de la vieille église, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Alors ne posez plus de questions. Cet endroit n'est pas propre. »« Pas propre » répéta Madame Rose d'une voix grave. « Que veux-tu dire » insista Laura. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles, » dit Madame Rose. « Les habitants de ce village vivent pour la paix. Nous ne voulons pas réveiller ce qui est enfoui depuis longtemps. » Laura essaya d'en demander plus, mais Madame Rose s'était déjà détournée pour servir le client suivant. Sur le chemin du retour, Laura serrait le volant fermement,
l'esprit en ébullition. D'un côté, son inquiétude pour sa fille, de l'autre, une peur grandissante la submergeait. « Hélène, vois-tu quelqu'un te parler » demanda-t-elle doucement. « Non, mais je l'entends pleurer » répondit Hélène. « Toutes les nuits. Elle souffre. » Laura frissonna. Elle ne croyait pas aux fantômes. Mère célibataire, elle avait fait tous les boulots imaginables pour élever sa fille, ménage, cuisine, babysitting. Elle croyait à l'épuisement, au délire dû au stress. Mais lorsqu'elle regardait Hélène dans les yeux, elle ne voyait pas un enfant inventer des histoires. Elle y vit une tristesse. Une tristesse qui n'appartenait pas à l'enfance. Cette nuit-là, Laura posa tranquillement une couverture pour dormir à côté de sa fille. Le vent hurla de nouveau par la fenêtre comme une baleine en deuil. Laura resta immobile, les yeux grands ouverts, serrant Hélène contre elle. Soudain, elle entendit un murmure. « Je tiens à elle. Elle souffre, maman. » Laura se redressa brusquement. Hélène dormait encore, mais ses lèvres remuaient. Sa main tendue pointait droit vers le carrelage gris, en contrebas, à travers le parquet de la chambre à l'étage, comme si son intuition ignorait la gravité. La vieille dame sous le plancher. Le lendemain matin, Laura a demandé, « Hélène, que dessines-tu » Les yeux toujours fixés sur la poêle où les œufs brûlaient d'un côté, Laura remarqua qu'Hélène ne répondait pas. La jeune fille était concentrée sur son crayon noir et une feuille de papier déchirée. Laura éteignit le feu, s'essuya les mains avec une serviette et se dirigea vers la table de la cuisine. En regardant le journal, son cœur fit un bond. Sur la surface blanche maculée se dessinait l'image d'une femme vêtue d'une robe de nonne grise. Son visage était dénué de traits, juste un cercle noir d'encre, tracé de traits superposés et frénétiques. Sous ses pieds se trouvait une tache sombre, comme du sang. Autour d'elle se tenaient 3 bonhommes allumettes, les bras levés, comme pour la frapper. « Hélène, qui est-ce » demanda Laura en essayant de garder une voix calme. « C'est vrai » répondit Hélène, les yeux rivés sur le dessin. Elle ne se souvient plus de son nom. Je l'aide à s'en souvenir. Où as-tu vu cette personne ? Dans ma tête. Laura déglutit difficilement, sentant un frisson lui parcourir la nuque. Hélène, quand as-tu commencé à dessiner ce genre de choses ? La fille leva les yeux. Quand j'ai commencé à me raconter des histoires. Laura se tenait la tête entre les mains. Elle avait pensé emmener Hélène chez un psychologue, mais le village n'avait aucune clinique qualifiée. Aller en ville signifierait perdre son travail de boulangère, perdre leur logement bon marché. Tout s'écroulerait. Cet après-midi-là, alors que Laura pliait du linge à l'étage, elle entendit un léger murmure venant d'en bas. Elle descendit en silence. Hélène était de nouveau allongée face contre terre sur le sol du salon, à même le carrelage gris. Elle parlait très doucement, mais le ton n'était pas celui d'un enfant. C'était rauque et tremblant, comme celui d'une vieille femme. Ça fait mal. Ils m'ont attaché, puis ils ont ri. Tellement froid. Trop froid. Hélène, hurla Laura en se précipitant pour la relever. La fillette ne réagit pas. Ses yeux restèrent fermés, mais ses lèvres continuèrent de bouger. J'ai peur. Ils la retiennent là-bas. Laura secoua son cœur. Hélène ouvrit les yeux. Maman, est-ce que je rêvais ? Tu parlais à quelqu'un, balbutia Laura. Je ne m'en souviens pas. J'avais juste froid. Cette nuit-là, Laura n'arrivait pas à dormir. Elle sortit sur le porche et alluma une cigarette. Le ululement d'un hibou provenant des arbres lointains la fit sursauter. Lorsqu'elle se retourna pour rentrer, elle aperçut Madame Rose debout de l'autre côté de la clôture en pierre. « Tu as besoin de quelque chose » demanda Laura, légèrement surprise. J'ai entendu la fille. Elle lui parle à nouveau. Laura hésita. Elle qui ? Ma fille n'arrête pas de dire des choses étranges. Madame Rose s'approcha, à voix basse. Je vais te dire 2 ou 3 choses, mais tu ne dois les répéter à personne au village. Laura hocha la tête. Quand j'étais jeune, personne n'osait louer cet endroit. Il y avait autrefois une famille les Cortez. Des gens bien. Leur fille Anna n'avait que 12 ans. Chaque nuit, elle hurlait dans son sommeil, disant qu'une femme était enterrée sous la maison. Et que s'est-il passé ? Ils sont partis du jour au lendemain sans dire un mot. Depuis, personne n'a même parlé de cette maison. Mais savez-vous ce qui s'est réellement passé ? Madame Rose regarda prudemment autour d'elle,
puis chuchota que, selon certains, la maison était autrefois une maison de retraite. Quand la guerre éclata, elle devint un refuge temporaire pour les religieuses. Cependant, après les années 1970, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Croyez-vous qu'il y ait un fantôme là-bas? Madame Rose ne répondit pas directement. Elle hocha simplement la tête et se détourna discrètement. Laura sentit sa poitrine se serrer. Même si elle ne croyait pas au surnaturel, elle ne pouvait nier qu'il arrivait quelque chose de profondément inhabituel à Hélène. Quelque chose de très, très grave. Le lendemain matin, Laura emmena Hélène à l'école primaire du village. Son institutrice principale, Madame Emily Smith, était une femme d'une trentaine d'années aux cheveux bruns soigneusement attachés en chignon et à la voix douce. Elle est un peu pâle, remarqua Madame Emily d'un ton inquiet. A-t-elle eu des problèmes ces derniers temps? Laura expliqua qu'Hélène faisait des rêves étranges, dessinait des images perturbantes et se parlait à elle-même. Madame Emily marqua une pause pensive et dit que cela pouvait être dû à l'adaptation. Beaucoup d'enfants réagissent ainsi lorsqu'ils emménagent dans un nouvel endroit. Je la surveillerai et je te dirai si quelque chose ne va pas, promit-elle. Laura hocha la tête en guise de remerciement. Mais à midi, lorsqu'elle revint chercher Hélène, Madame Emily apparut, l'air tendu. Mademoiselle Laura, Hélène a peint ceci aujourd'hui pendant les cours de loisirs créatifs, dit-elle en lui tendant une aquarelle. L'image figea Laura, une femme les mains liées, la bouche ouverte comme si elle hurlait, entourée de couteaux, de crucifix et de 3 silhouettes rieuses. A-t-elle dit autre chose? Demanda Laura. Madame Emily hocha la tête à voix basse. Hélène dit que la femme souffrait. Elle me dit, elle m'a demandé de le dessiner pour que personne n'oublie. Laura serra fort le papier. Les couleurs maculées, déformées par les doigts humides d'Hélène, rendaient le dessin encore plus horrible. Ce soir-là, Laura appela Monsieur Ethan, le propriétaire. Monsieur Ethan, j'ai besoin de savoir qui a vécu ici avant moi. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Vous appelez à cette heure-ci pour demander ça? Répondez-moi, dit-il. Je n'en suis pas sûr. L'ancien propriétaire était Monsieur Fabian. Il est décédé. Son fils m'a vendu la maison et a déménagé. Personne n'aime parler de cet endroit. Je n'ai pas besoin d'avertissement. J'ai besoin de la vérité. La voix de Laura était ferme. C'est tout ce que je sais. Vous devriez laisser les choses aller, mademoiselle Laura. Ma fille est affectée. Je ne peux pas laisser faire. Les gens de ce village n'aiment pas qu'on déterre le passé. Je te le dis pour ton bien. Laura raccrocha, les mains tremblantes. Elle regarda Hélène, assise en tailleur par terre, murmurant de nouveau. Son nom est Marie, mais ils l'appelaient tous la folle. Hélène? Qui t'a dit ce nom? Je ne sais pas. Elle me l'a dit dans mon rêve. Elle pleurait. On l'attachait et on coulait du ciment. Laura resta figée. Ses lèvres étaient sèches. Les veines de ses tempes palpitaient. Elle tomba à genoux et serra Hélène fort dans ses bras. Tout va bien, ma puce. Maman est là. Mais Hélène ne la serra pas dans ses bras. Elle murmura simplement, j'ai peur. Et si elle se met en colère? Laura était assise, immobile, devant le petit miroir de la salle de bain. La buée reflétait son visage hagard et ses yeux cernés, fatigués par de trop nombreuses nuits blanches. Le goutte-à-goutte du robinet qui fuyait résonnait comme le tic-tac d'une horloge, annonçant un compte à rebours vers l'inévitable. Hélène, murmura-t-elle. Qui écoutes-tu? Le lendemain matin, après avoir déposé Hélène à l'école, Laura se rendit directement à la bibliothèque municipale. C'était un bâtiment en pierre usée par le temps, près de la place principale. Son toit en tuiles rouges et son odeur de moisi l'accueillaient à son entrée. Le bibliothécaire, un homme âgé nommé Gabriel, avait les cheveux argentés, d'épaisses lunettes et un regard qui semblait toujours loucher avec suspicion. « Bonjour, dit Laura. J'aimerais consulter de vieux disques, des journaux des années 1970. » Gabriel la regarda par-dessus ses lunettes. « Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'aussi jeune que toi à s'intéresser à ces vieilles pages poussiéreuses ?» demanda-t-il. « Je veux en savoir plus sur l'histoire du quartier où je vis. » Près de la vieille église, la maison au sol carrelé rouge. Gabriel marqua une pause. Sans un mot, il se leva et disparut au fond. Quelques minutes plus tard, il revint, déposant sur la table une boîte en tissu poussiéreuse et moisie. Archives de journaux locaux de 1965 à 1980.
Lisez ce que vous voulez. Mais ne perdez rien. Ce sont les derniers exemplaires. Après l'avoir remercié, Laura s'assit. Ses mains tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages jaunies. L'odeur du temps et des vérités oubliées pesait lourdement sur sa poitrine. Les gros titres défilaient: Festival du printemps à Silverwood, disparition d'une adolescente dans les bois, grande tempête de 1971. Puis, sur une page déchirée, un petit titre la frappa comme un coup à la poitrine: Mary-Ellen disparue dans des circonstances mystérieuses. Silverwood, juin 1974. Laura lut attentivement. L'article était court, mais captivant. Sœur Mary-Ellen, 28 ans, qui servait à l'église principale du village, n'a pas été vue depuis le 12 juin. La dernière personne connue à l'avoir vue était le père Lawrence, un prêtre respecté de la communauté. Selon des sources ecclésiastiques, sœur Marie avait montré des signes d'instabilité mentale ces dernières semaines et aurait quitté le village seule. Aucune trace de violence n'a été constatée. L'affaire est actuellement traitée comme une enquête pour disparition. Laura relut le nom encore et encore: Mary-Ellen. Elle était certaine d'avoir entendu Hélène le murmurer, soit en rêve, soit en parlant au sol froid. Elle fouilla le reste de la boîte, mais ne trouva rien d'autre. Tout s'arrêta là, comme si quelqu'un avait délibérément enterré l'histoire. Monsieur Gabriel, appela T.L. Vous souvenez-vous de la religieuse disparue? Il leva les yeux, le regard pensif et posé. C'était il y a longtemps. J'étais encore étudiant à l'époque, à la maison pour l'été. Marie, elle était gentille, toujours au service des pauvres. Et puis un jour, elle disparut. On ne retrouva jamais son corps. Le père Lawrence dit qu'elle était malade mentalement, qu'elle était partie pendant la nuit. Personne ne se doutait de rien. Mademoiselle, dit-il en haussant les épaules, à l'époque, la parole du prêtre faisait loi. Laura ne dit rien. Elle savait qu'elle devait aller plus loin. Cette nuit-là, Hélène attrapa de la fièvre. Elle resta allongée sur le lit, les yeux cernés, les lèvres sèches, hébétée. Je l'ai vue. Elle a eu un bébé. Elle pleura, mais personne ne l'a cru. Laura frissonna en plaçant un linge froid sur le front de sa fille. Hélène marmonna à nouveau, la voix hachée, comme si quelqu'un parlait à sa place. Ils l'ont ligotée. Ils ont dit qu'elle était folle, mais ce n'était pas le cas. Elle avait un bébé, et personne ne l'a cru. Chérie, arrête. S'il te plaît, arrête, murmura Laura en la serrant fort. La pluie commença à tomber par la fenêtre. De lourdes gouttes s'abattaient comme des poings sur la poitrine de Laura. Assise dans le noir, elle serrait le corps tremblant d'Hélène, l'esprit en proie à des questions. Si Marie avait été enceinte et faussement accusée de folie, alors qui était le père? Elle se souvint de l'article: la dernière personne à avoir vu Marie fut le père Lawrence. Le lendemain matin, Laura rendit visite à monsieur Anthony Brooks, un vieil homme considéré comme le doyen de Silverwood. Sa petite maison se trouvait à l'orée du bois, son toit couvert d'aiguilles de pin et ses murs patinés par le temps. Monsieur Anthony ouvrit la porte, le regard mi-curieux, mi-prudent. « Je sais qui vous êtes. C'est vous qui louez la maison près de l'église, n'est-ce pas? » « Oui. J'ai besoin de parler du passé, de sœur Mary-Ellen. » Il marqua une pause. Je croyais qu'ils avaient enterré ce souvenir depuis longtemps. Mais ma fille, elle, le revit. Il sortit sur le porche et désigna une chaise en face de lui. Assieds-toi. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais des choses qu'on ne trouve pas dans les journaux. Laura était assise tandis qu'un vent froid soufflait, emportant des feuilles sèches. Marie n'était pas folle. C'est la première chose que tu dois savoir, dit-il. Elle était gentille, polie, mais un jour, elle a commencé à éviter tout le monde. Elle n'assistait pas à la messe, ne sortait pas. Elle restait simplement dans sa chambre. On murmurait qu'elle était enceinte. Qui était le père? Personne n'osait le dire. Mais j'ai entendu des choses de quelqu'un qui travaillait au presbytère. Quel genre de choses? Le père Lawrence avait l'habitude de venir souvent dans la chambre de Marie tard le soir. Après qu'elle soit tombée enceinte, il envoya discrètement 2 hommes du village s'occuper de la situation. Laura serra les poings de colère avant de disparaître dans l'ombre. Non, pensa T.L. amèrement. Cette nuit-là, quelqu'un avait entendu des cris provenant de la maison où tu habites, une vieille femme, Madame Caroline. Elle est partie maintenant. Marie n'a donc jamais quitté cette maison. Je le crois, murmura Laura. Sa tête bourdonnait sous le poids des révélations.
Merci, murmura-t-elle, merci de ne pas rester silencieux comme le reste du village. Mais un avertissement suivit, soyez prudent. Certaines vérités, si vous les touchez, cette communauté vous rejettera. Ils ne veulent pas que le passé soit exhumé. Laura leva les yeux d'un air de défi. Je n'ai pas peur. J'ai juste peur que ma fille se perde si je continue à faire comme si de rien n'était. Plus tard, Laura était assise seule dans le salon. La faible lumière du plafond projetait une lueur pâle sur le carrelage gris qu'Hélène désignait toujours. Elle plaça soigneusement un vieux journal et le dessin d'Hélène côte à côte sur la table, les mains tremblantes. Chaque pièce s'emboîtait comme les pièces d'un horrible puzzle. Marie-Hélène, la religieuse disparue. Les murmures d'Hélène dans son sommeil, les dessins noirs griffonnés et le carrelage anonyme sous ses pieds. Plus aucun doute. Une rafale de vent s'engouffra par les fentes de la porte, apportant l'odeur humide et froide caractéristique de la maison. Laura se leva et entra dans le débarras, sortant une vieille pelle laissée par le propriétaire. Elle jeta un coup d'œil à Hélène, endormie sur le canapé, le front trempé de sueur. Chaque rêve la fatiguait un peu plus. Laura serrait fermement la pelle, elle ne pouvait plus attendre. Elle commença à creuser. La pelle claqua sur le sol carrelé, résonnant dans le silence de la nuit. À chaque coup, poussière et débris volaient. Elle haletait, trempée de sueur. Le sol était plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. La couche de ciment avait visiblement été coulée pour cacher quelque chose en dessous. Hélène se réveilla brusquement, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Je l'aide » répondit Laura sans s'arrêter. Hélène fixait le carreau à moitié cassé où une tache rouge foncée avait commencé à s'infiltrer dans la terre. « Maman, j'ai peur. Elle ne veut pas qu'on la touche. » Laura se figea. « Tu l'entends » ? « Non, » murmura Hélène, « mais je le sens. » Avant que Laura puisse répondre, on frappa violemment à la porte d'entrée au boum, boum, boum. Surprise, elle laissa tomber la pelle et se dirigea vers la porte. « Qui est-ce » ? « C'est moi, Ethan, » dit la voix du propriétaire. Laura ouvrit la porte. Dehors se trouvait non seulement Monsieur Ethan, mais aussi 3 autres villageois, Julian, Mathieu et Samuel, des voisins qui autrefois échangeaient des mots polis avec elle, mais qui la fixaient maintenant d'un regard inconnu et prudent. « J'ai entendu des fouilles, » dit Ethan d'un ton sévère. Les voisins l'ont signalé. « Que faites-vous » ? « Je creuse le sol, » dit Laura d'un ton ferme. « Il y a un corps enterré ici. » Les 4 hommes se turent. Mathieu fronça les sourcils, puis rit. « Tu plaisantes, hein ? C'est quoi, un fantasme de série policière ? » « Je ne plaisante pas. J'ai des preuves, du sang, un voile de nonne, une lettre. » Julien l'interrompit brusquement, « Tu ne comprends pas ce que tu appelles. » Laura regarda chaque homme dans les yeux. « J'invoque la vérité. La vérité que vous avez tous enfouie sous ce plancher. »« Tu n'es pas d'ici, » prévint Samuel en s'approchant. « Tu ne comprends pas les règles de ce village. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles. »« Des règles ? Tu veux dire celles qui protègent les violeurs, enterrent les femmes vivantes et réduisent tout le monde au silence » rétorqua Laura. Mathieu siffla, « Tu insultes tout ce village. »« Alors ce village mérite d'être insulté » répondit Laura avec une détermination d'acier. L'expression des hommes se durcit et la tension monta. Hélène apparut derrière sa mère, serrant son ours en peluche, Paco, tremblante. « Arrête ça tout de suite » ordonna Ethan. « J'ai le droit de t'expulser si tu fais quelque chose de dangereux. »« Vas-y » lança Laura. « Mais je porterai l'affaire devant la presse, la police, quiconque voudra bien m'écouter. » Julien serra les poings et s'approcha. « C'est ton dernier avertissement. »« Et c'est ma décision finale » rétorqua Laura en claquant la porte. Dehors, des pas furieux s'éloignèrent. Laura se retourna, le cœur battant. Hélène leva les yeux humides. « Est-ce que tout ira bien, maman ?»« On le fera » promit Laura en la serrant contre elle. Elle reprit ses travaux. Après presque 2 heures épuisantes, sous le sol durci et le ciment gris, 3 objets ont émergé, un voile de nonne délabré et en lambeaux, un crucifix en laiton brisé, vert terni, et juste en dessous, une tache rouge foncée profondément ancrée dans le sol, aussi sombre que du fer rouillé. Laura étouffa un halètement et tendit la main pour ramasser le crucifix. À ce moment-là, Hélène hurla. « Maman, non !» Son corps se convulsa et se raidit, ses yeux se révulsant. Paniquée,
Laura jeta le crucifix de côté et se précipita vers sa fille. « Hélène, ma puce, regarde-moi » supplia-t-elle, mais elle ne reçut aucune réponse. La bouche d'Hélène s'ouvrit, émettant des gémissements qui n'étaient même pas des mots. Laura la porta dans la chambre, la coucha et attrapa un chiffon froid pour lui tapoter doucement les joues. « Hélène, c'est maman. Je suis là. » Peu à peu, la jeune fille se détendit. Les yeux fermés, la respiration haletante, comme si elle échappait à un cauchemar. Laura s'effondra au sol, les mains tremblantes. Son regard se reporta sur le crucifix posé au sol. Sous la faible lumière, il brillait d'une étrange teinte rougeâtre. Elle savait maintenant que ce n'était ni de l'imagination ni une illusion. Elle avait véritablement touché une injustice enfouie et une âme en peine, une histoire que tout le village s'était efforcé d'oublier. Les larmes coulant, Laura murmura, « Tout ira bien. Je découvrirai toute la vérité. Je te le promets. » Le lendemain matin, Laura était assise en silence par terre, les yeux fixés sur la terre fraîchement retournée. À côté d'elle gisait le crucifix brisé, le voile décomposé et un nouvel objet découvert après avoir déblayé la terre restante dans un coin, une petite bourse en soie pourrie, soigneusement enveloppée dans un vieux tissu et coincée entre deux tuiles cassées. Laura l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée dans du plastique jauni. L'encre avait pâli, mais elle était encore lisible. Sa main tremblait en la dépliant. On pouvait y lire, « Si quelqu'un trouve cette lettre, je suis probablement morte. Je m'appelle Marie-Hélène, je suis religieuse à Silverwood. J'ai été violée par le père Laurence et 2 hommes du village. Je suis tombée enceinte. J'ai prié. J'ai supplié. Mais personne ne m'a cru. Ils ont dit que j'étais folle. J'ai peur qu'ils me tuent pour me faire taire. Si je disparais, cherchez-moi sous la maison à côté de la vieille église. Dites à mon fils que je ne l'ai jamais abandonné. Ne laissez pas la vérité mourir avec moi. » Laura laissa tomber la lettre, flasque sous le choc. Plus de doute, plus de souvenirs vagues, c'était la confession mourante d'une femme enterrée vivante pour avoir osé dire la vérité. « Hélène, tu as tout entendu avant tout le monde, » dit doucement Laura en se tournant vers sa fille qui était toujours allongée sur le canapé, les tempes trempées de sueur. Mais soudain, Hélène se redressa. Son regard n'était plus celui d'une enfant. « J'étais enceinte. Ils m'ont forcé au silence, » dit-elle d'une voix basse, pleine de fureur. « Hélène. » Laura recula. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » On leur a déjà dit, mais personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Qui ? Qui es-tu ? Hélène se tourna vers sa mère, le regard vide et empli de douleur. Ils m'ont attachée. Tous les 3 m'ont tenu par les bras et ont ri. J'ai pleuré, mais personne n'est venu. Laura serra sa poitrine, le cœur brisé par un poids insupportable. Hélène, arrête. C'est moi. Maman. Regarde-moi. La fille pencha la tête. Tu es la seule à avoir écouté. Tu es la seule à avoir creusé. Soudain, Hélène s'effondra sur le canapé, les yeux fermés. Laura se précipita vers elle et la serra dans ses bras. Hélène était trempée de sueur, la peau froide comme la glace. Chérie, arrête de parler, s'il te plaît. Maman est là. Quelques instants plus tard, Hélène ouvrit les yeux. Sa voix était douce mais lasse. Maman, j'ai rêvé de sang. Tellement de sang. Laura ne savait pas quoi dire. Elle la serra simplement plus fort dans ses bras. Cet après-midi-là, Laura apporta la lettre et les preuves à Madame Rose, la seule personne du village qui lui avait donné un sentiment de sécurité. Madame Rose ouvrit doucement la porte en voyant le visage affligé de Laura et la laissa entrer. « Je l'ai trouvée, » dit Laura en posant la lettre sur la table. Marie a été enterrée vivante. Et ceux qui l'ont fait étaient le père Laurence et 2 hommes de ce village. Madame Rose parcourut la lettre, se couvrit la bouche et trembla en s'effondrant sur une chaise. À l'époque, nous avions peur. La parole du père Laurence faisait loi. Si vous le mettiez en doute, vous étiez excommunié. Vos enfants ne seraient pas baptisés. Un jour, mon mari a posé des questions sur Marie. Il a été renvoyé la semaine suivante. Personne n'a osé parler après ça. Mais c'est un crime. Laura frappa la table du poing. Tout ce village a contribué à dissimuler un viol et un meurtre. Tu crois que je ne regrette rien, sanglota Madame Rose. Chaque nuit, je rêve des yeux de Marie, emplis de désespoir, lors de sa dernière cérémonie.
Laura se leva. Je ne laisserai pas cela enfoui. Je vais faire éclater la vérité au grand jour. Madame Rose a averti, soyez prudents. Certains villageois sont les descendants des hommes qui ont fait ça. Ils feraient tout pour protéger leur honneur. Je me fiche de l'honneur d'un village pourri, dit Laura avec des yeux d'acier. Cette nuit-là, Hélène eut une nouvelle fièvre. Elle murmura dans son sommeil, murmurant des fragments de souvenirs vivaces, le père Laurence lui tenant la tête, lui enfonçant un tissu dans la bouche, deux hommes lui tenant les bras, l'un nommé Julien, l'autre Samuel. Laura resta figée. Ces noms ne lui étaient pas inconnus, il s'agissait des deux mêmes hommes qui avaient frappé à sa porte pendant les fouilles. « Maman » cria Hélène, les suppliant de ne pas l'enterrer, mais ils ne l'écoutèrent pas. Laura se serra les oreilles et supplia, « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. » Soudain, la lumière vacilla. Pas de vent, pas de câblage défectueux, mais l'ampoule clignotait régulièrement, rythmiquement, comme un battement de cœur. Hélène ouvrit les yeux et regarda sa mère. C'est bientôt l'heure. L'heure de quoi? Il est temps que tout le monde sache. Il est temps que tout le monde paie. La pluie tombait depuis l'après-midi où une bruine froide recouvrait Silverwood d'un voile humide et sombre. Laura ferma les rideaux, vérifia 2 fois chaque fenêtre et verrouilla la porte d'entrée. Elle ne faisait plus confiance à personne, ni aux propriétaires, ni aux voisins, ni même au maire. « Hélène, ça va » murmura-t-elle. Hélène était allongée sur le canapé sous une couverture, non pas fiévreuse mais tremblante, les lèvres serrées. Paco l'ours était serré contre sa poitrine comme un charme sacré. Elle n'avait pas parlé depuis le début de la soirée. Chaque fois que Laura demandait, Hélène hochait la tête ou la secouait, les yeux vides et concentrés sur quelque chose que les adultes ne pouvaient pas voir. Tard dans la nuit, Laura prépara du thé et se figea en rentrant au salon. Hélène se tenait debout, silencieuse, les yeux grands ouverts, les pupilles rétractées, ne laissant apparaître que du blanc. Son corps était rigide, ses bras pendant mollement. « Hélène » hurla Laura en laissant tomber sa tasse de thé. Aucune réponse. « Hélène, c'est maman. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se précipita vers elle, mais avant qu'elle puisse la toucher, Hélène commença à parler, non pas de sa propre voix, mais d'un ton grave et profond, résonnant comme s'il s'élevait de la terre elle-même. Ils m'ont serré dans leurs bras. Ils ont ri. Ils ont versé du ciment sur moi. J'ai pleuré, mais personne n'est venu. L'horreur envahit Laura alors qu'elle reculait. Hélène tourna lentement la tête, croisant le regard de sa mère. « Père Laurent » dit-elle. Il a dit, laissez-la sombrer en silence. Dieu pardonnera. Mais Dieu n'a pas pardonné. Hélène, s'il te plaît. Je suis désolé. Ne la laisse pas te faire de mal. Soudain, Hélène convulsa violemment et s'effondra sur le sol. Laura se précipita vers elle, serrant son corps glacé contre elle. Hélène ouvrit les yeux et fondit en larmes. « Maman, je n'ai pas pu l'en empêcher. Je ne voulais pas qu'elle entre. » Laura sanglota, « Je sais. Je te protégerai. Je te le promets. » Puis le sol trembla. Laura retint son souffle, la main appuyée sur le carrelage. Boum, boum. Très faible mais clair, comme un souffle venant du sous-sol. Les lumières vacillèrent à nouveau, l'ampoule du plafond pulsant comme un battement de cœur. Laura serra fermement Hélène dans ses bras et regarda autour d'elle. La porte de la cuisine grinça d'elle-même avec un long et lent gémissement. « Maman » hurla Hélène en enfouissant sa tête dans la poitrine de Laura. Puis, depuis le salon, une odeur métallique âcre se répandit, épaisse et fétide, comme du sang. Laura prit une serviette humide et la pressa sur son nez. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine lui faisait mal. Elle jeta un coup d'œil au miroir et vit derrière elle une silhouette, une femme âgée vêtue d'un habit de nonne en lambeaux, le visage gonflé et meurtri, les yeux révulsés complètement blancs, la bouche grande ouverte avec du sang coulant dans son cou. Laura se retourna, il n'y avait personne. Mais dans le miroir, la femme était toujours là. Hélène se recroquevilla davantage. Elle est vraiment en colère. Elle veut que tout le monde le sache. On leur dira. Je le jure. Mais ne lui faites pas de mal. Ne faites plus de mal à Hélène. Laura cria dans le vide, espérant que quelqu'un ou quelque chose l'écoutait. Soudain, toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Il ne restait que la pluie, le tonnerre au loin et la respiration saccadée de Laura. « Hélène, où es-tu » ? « Hélène, je suis là » appela Laura, mais la voix venait de la cuisine.
Ne pars pas en courant. Laura courut vers la cuisine. Il n'y avait personne. De petits pas résonnèrent à l'étage. Laura monta les escaliers en courant, manquant de trébucher. La porte de la chambre était grande ouverte. L'air à l'intérieur était glacial. Hélène se tenait au milieu de la pièce, les yeux fermés, les bras levés vers le plafond. Elle a dit, ils m'ont mis un tissu dans la bouche. Je ne pouvais pas respirer, mais je me souviens de tout. Hélène, tu m'entends? Où es-tu? J'ai vu de la lumière, mais ils m'ont maintenu. Le ciment était si froid. Laura hurla, ça suffit. Tu n'es pas un sacrifice. Si elle veut que justice soit faite, je la lui rendrai, mais pas en faisant du mal à ma fille. Soudain, une rafale de vent a traversé la fenêtre fermée, faisant voler les rideaux et éteignant la bougie sur la table. Hélène s'est effondrée. Laura se précipita. La fille s'était évanouie. Maman, il fait si froid. Maman, murmura faiblement Hélène, inconsciente. Laura la porta en bas et la cacha sous une couverture. L'odeur du sang persistait et la maison restait anormalement froide malgré la cheminée allumée. Laura s'agenouilla à côté de sa fille, s'accrochant à elle comme au dernier morceau de chaleur qui restait au monde. Soudain, les cloches de l'église sonnèrent, résonnant dans la nuit. Dong. 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 Laura savait que c'était un avertissement ou le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne s'arrêterait pas si elle restait silencieuse. Le lendemain matin, Laura se réveilla avec les yeux gonflés, les bras toujours enroulés autour d'Hélène. La jeune fille s'était endormie d'un sommeil épuisé après les tourments de la nuit, gémissant parfois comme si elle combattait un esprit qui n'était pas censé habiter son petit corps. Laura se leva, changea de vêtements, se lava le visage et rangea soigneusement la lettre de Marie, le crucifix brisé et le voile de religieuse en lambeaux dans un sac en tissu. Ses yeux ne reflétaient plus la peur, ils brûlaient de colère et de détermination. « Reste ici, Hélène » murmura-t-elle en embrassant le front de sa fille. « Je vais faire ce qu'il faut. » Elle se dirigea vers la salle des fêtes, un bâtiment en ruine de 2 étages avec des murs écaillés et une crête décolorée au-dessus de l'entrée voûtée. Au bureau était assis le maire Richard Bennett, un homme corpulent d'âge moyen aux cheveux soigneusement séparés et à l'expression suffisante qui ne quittait jamais son visage. « Mademoiselle Laura, qu'est-ce qui vous amène ici » demanda-t-il en jetant un coup d'œil au sac en tissu qu'elle portait. « Je soumets les preuves d'un meurtre survenu dans ce village en 1974. » Le maire haussa un sourcil. « Quel meurtre ?» La disparition de sœur Marie-Hélène. Le silence se fit dans la salle. Cette affaire était close depuis longtemps. Il n'existait aucune preuve qu'elle ait été blessée. Enfin, si. Laura sortit la lettre sous plastique et la déposa soigneusement sur le bureau. C'était la lettre manuscrite de Marie, enfouie sous mon plancher, comme Hélène l'avait prédit. Richard prit la lettre et la retourna. Son regard se fixa sur une ligne précise, « Si je disparais, veuillez me chercher sous la maison. »« Où as-tu eu ça » demanda-t-il en baissant la voix. « J'ai fouillé sous le plancher » répondit Laura. Avec la lettre, elle trouva un voile de nonne, un crucifix brisé et du sang séché. Richard repoussa la lettre vers elle. « Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais ça ne devrait pas être révélé au public. Nous sommes un village, pas une ville. Nous survivons grâce à la paix. » « La paix s'est construite en assassinant une femme enceinte et en l'enterrant vivante » s'est interrogée Laura. « Tu ne comprends pas » dit Richard en serrant les dents. « On ne peut pas laisser le passé détruire le présent. Tu ternis la réputation de l'Église, de ce village. » Laura frappa le bureau du poing. « Et Lévi ? La justice ? Ma fille est hantée chaque nuit par une âme tourmentée. Vous contribuez tous au silence ?» Richard se leva brusquement. « Si tu continues comme ça, je demanderai à la police du comté de t'expulser du village pour trouble à l'ordre public. » « Et c'est moi. » Laura grogna, « J'ai déjà fait des copies et je les ai envoyées au tribunal du comté. Je les transmettrai également à la presse. Vous devriez commencer à préparer votre témoignage. » Elle se retourna et quitta son bureau, son regard furieux la brûlant dans le dos. Juste devant le bâtiment, Laura aperçut Monsieur Anthony, debout de l'autre côté de la rue, un sac de course à la main. Il s'approcha, le visage crispé par l'inquiétude. « Tu viens de rencontrer Richard » demanda-t-il. « Oui. Il ne pourra pas me faire taire. Je vais aller jusqu'au bout. » Monsieur Anthony soupira.
Saviez-vous que celui qui a ordonné de couler du ciment sur ce sol était le père de Richard? Laura se figea. C'était l'un des 3 hommes présents cette nuit-là. Et maintenant, Richard utilise le pouvoir que son père lui a légué pour cacher cette vérité, prévint Anthony. Il faut être prudent. Ils n'hésiteront pas à aller plus loin. Je n'ai pas peur, dit Laura fermement. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'elle est rentrée chez elle, elle s'est rendue compte qu'Anthony n'avait pas exagéré. La porte d'entrée avait été forcée, la serrure était tordue. Une note manuscrite était collée sur la porte, sors d'ici. Arrête de déterrer les morts. Tu n'as rien à faire ici. À côté, les vitres de sa voiture ont été brisées et les pneus crevés. Hélène, hurla Laura en se précipitant à l'intérieur. Heureusement, Hélène dormait encore sur le canapé. Mais Laura remarqua que quelqu'un lui avait craché sur la jambe. De la boue avait été projetée sur les fenêtres. Elle essuya la crasse, puis s'assit et serra les poings. Elle ne pleura pas. Elle était furieuse. Ce soir-là, Laura emmena Hélène faire ses courses au marché. Dès qu'elles entrèrent dans la boutique de Madame Rose, le silence se fit. Madame Rose s'approcha, l'inquiétude lut sur son visage. « Est-ce qu'ils t'ont attaqué ? » « Je vais bien. J'y suis habitué. » Derrière lui, Matthew s'avança. « Encore toi ? Pourquoi n'as-tu pas quitté ce village ?» Laura se tourna vers lui. « Je partirai quand Marie verra la lumière du jour. » Tu inventes. Cette fille était folle. Elle a dû s'enfuir et mourir quelque part. Sa lettre n'est pas de la folie. C'est du désespoir, répondit calmement Laura. Julien se leva d'une table voisine. Pour qui te prends-tu? Une sorte de sauveur? Hélène n'a que 7 ans. Elle souffre de fièvre et de maux de tête à cause du crime que vous avez tous essayé d'enterrer. Je ne suis pas une sauveuse. Je suis une mère, et les mères ne se taisent pas. Une femme nommée Diana, propriétaire du stand de légumes, s'est exclamée, ça suffit. Vous faites peur à nos enfants. Chaque nuit, ils pleurent à cause du fantôme de Marie. C'est votre faute. Qu'a fait Hélène? Demanda Laura d'une voix forte. Pourquoi défend-on le coupable alors que l'enfant maudit souffre? Le marché est tombé dans un lourd silence. Puis Matthew cracha sur la chaussure de Laura. Tu devrais la fermer et partir. Laura essuya le souvenir avec une serviette. Je partirai, mais pas avant que chacun d'entre vous ne connaisse la vérité. Elle prit Hélène par la main et sortit, le regard fixé sur elle au furieux, haineux et effrayé. Cette nuit-là, dans le salon, Laura étala la lettre, posa le crucifix brisé sur la table et posa une main sur la tête de sa fille. Écoute-moi, Hélène. Oui, maman. Tout le monde dans ce village peut me détester. Ils peuvent casser ma voiture, m'insulter, me cracher dessus, mais ils ne me feront pas taire. Hélène leva les yeux vers elle, les larmes aux yeux. Je ne veux plus qu'elle soit en colère, et je ne veux pas que tu passes une autre nuit pareille. Je vais mettre fin à tout ça. Promis. Laura était assise seule dans le salon. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux, projetant de doux rayons sur son visage las mais résolu. Sur la table se trouvaient toutes les preuves, la lettre scellée, le crucifix en laiton brisé, un morceau du voile de la religieuse et un petit bocal en verre contenant un échantillon de ciment taché de sang séché. Hélène dormait paisiblement sur le canapé. Les cauchemars s'étaient apaisés ces derniers jours, comme si l'esprit de Marie attendait un changement. Laura prit une grande inspiration. Il était temps. Elle a commencé à écrire, chaque ligne remplie d'une détermination farouche, adressée au tribunal de district du comté de Greenville. Je m'appelle Laura Harris et je réside actuellement dans le village de Silverwood. Je soumets des preuves relatives à la disparition de sœur Mary Allen en 1974. Les documents ont été découverts directement sous ma maison, sur le lieu présumé de son meurtre et de son inhumation. 6 juin se trouvaient des photos, des échantillons, une copie de la lettre de Marie et les résultats d'ADN que Laura avait discrètement commandés une semaine auparavant à un laboratoire privé. L'échantillon de sang correspondait au registre d'état civil du Vermont. Elle a scellé l'enveloppe, a apposé le timbre et s'est dirigée vers le bureau de poste du village. La vendeuse, une jeune femme nommée Beth, regarda l'épaisse enveloppe et hésita. Des documents juridiques, mademoiselle Laura. Oui. Envoyez-le au plus vite. Cela pourrait ouvrir une enquête pour meurtre. Beth la regarda partir avec une expression curieuse et indéchiffrable. Personne d'autre au village n'avait osé faire ce que Laura venait de faire.
Mais maintenant, tout le monde regardait. 2 semaines plus tard, Laura a reçu un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, ici l'unité d'enquête du comté de Greenville. S'agit-il de mademoiselle Laura Harris? Oui. Nous avons bien reçu le dossier que vous nous avez transmis. Le tribunal a officiellement rouvert l'enquête sur la disparition de sœur Mary-Allen en 1974. Je vous appelle pour vous informer qu'une équipe d'enquête médico-légale arrivera à Silverwood la semaine prochaine. Le cœur de Laura battait fort. Merci. Merci beaucoup. Nous devrons également parler à votre fille. Elle présente des signes de réaction sensorielle. Un spécialiste des traumatismes nous accompagnera. Elle coopérera. Elle a déjà trop souffert. Quand Laura raccrocha, elle regarda Hélène, qui jouait tranquillement avec des pièces de puzzle près de la fenêtre. Son visage était plus radieux qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il y eut un changement dans l'air, comme si l'âme de Marie avait ouvert les yeux, attendant justice. 2 semaines plus tard, les enquêteurs sur les homicides et les journalistes du Greenville Times arrivaient devant la maison de Laura. Les villageois se pressaient autour d'eux comme à une fête. Personne n'osait entrer, mais ils chuchotaient et pointaient du doigt, mêlant peur et curiosité. L'enquêteur principal, l'inspecteur Mark Bennett, un homme grand, à la posture ferme et aux yeux perçants, serra la main de Laura. « Vous avez fait ce que personne dans ce village n'a osé faire depuis plus de 40 ans. »« J'ai juste fait ce qu'une mère est censée faire, » répondit Laura. Il était accompagné de Grace, psychologue spécialisé en traumatologie, et de Nathaniel, analyste médico-légal. Ils ont bouclé la zone, examiné les traces de sang, pris des mesures et prélevé des échantillons. Nathaniel s'accroupit sur la tâche de ciment avec un analyseur portatif. Hémoglobine dégradée, mais le test est positif. C'est du sang humain. Laura lui tendit l'échantillon d'ADN qu'elle avait préparé à l'avance. Nathaniel ouvrit le dossier et hocha la tête. Ce segment génétique correspond à un acte d'état civil du Vermont, un homme nommé James Allen, né en 1975, fils de Marie. Mark se tourna vers Laura. « Tu le connais ? » ?»« Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'il est la pièce maîtresse de l'histoire. » Le lendemain, les médias ont explosé. Les gros titres se sont répandus dans tout le comté, nouvelle découverte en 1974, la disparition d'une religieuse. Preuve de viol et d'enterrement vivant. La mère oubliée. Le fils qui n'a jamais connu ses secrets de Silverwood, exhumé. Le premier à tomber fut le maire Richard Bennett. Les journalistes ont fouillé son passé, révélant le rôle de son père, Lucas Bennett, ancien chef de la police du village en 1974 et celui qui a approuvé le classement de l'affaire après seulement 3 jours. Devant l'indignation du public, Richard fut contraint de démissionner. Les images de lui entouré de journalistes, le visage caché, la tête baissée, se répandirent rapidement. Les équipes de télévision ont diffusé la scène devant la mairie, où les villageois tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Mary-Allen ». Personne ne peut taire la vérité. Lors d'une brève conférence de presse, l'inspecteur Mark a déclaré « Nous élargissons l'enquête aux individus nommés dans le rapport de 1974. Ceux qui avaient été épargnés faute de preuves sont désormais convoqués. Ils devront rendre des comptes. » Laura regardait les informations, les larmes aux yeux. Hélène était assise à côté d'elle et lui tenait la main. « Maman ? » ?»« Oui, ma chérie. » Elle souriait intérieurement. Laura se figea. « Je ne l'entends plus. Je l'ai juste vue me serrer dans ses bras, puis disparaître comme de la fumée. Elle n'est plus triste. » Laura la serra fort dans ses bras. « Tu es incroyable. Je suis si fière de toi. » Hélène s'appuya sur l'épaule de sa mère et dit « J'ai les yeux comme son fils. » Le commentaire fit s'arrêter Laura en silence. 2 jours plus tard, James Allen, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel et aux yeux solennels, se présenta à la porte de Laura. « Tu es Laura Harris. »« Oui, tu as retrouvé ma mère. » Laura hocha la tête. « Entrez. Je vais tout vous raconter. » James entra, chaque pas pesant. Laura lui montra la lettre, les objets retrouvés, et lui raconta tout ce qui était arrivé à Hélène. Après avoir fini de lire, James s'effondra. Il s'effondra au sol, se tenant la tête et sanglotant sans retenue. Ils ont dit qu'elle m'avait abandonné. Ils m'ont placé dans un orphelinat. Ils ont dit qu'elle était folle. J'ai vécu toute ma vie avec une blessure que je ne pouvais pas nommer.
Laura s'assit à côté de lui et posa une main sur son épaule. Elle ne t'a jamais abandonné. Elle a essayé de dire la vérité, mais ils l'ont réduite au silence. James leva les yeux pleins de larmes mais aussi de clarté. Je ferai tout ce qu'il faudra pour restaurer son nom. Je lui dois tout. Hélène entra dans la pièce et s'approcha de lui. Tu es son fils. James hocha la tête. Oui, je suis James. Hélène sourit doucement. Tu as ses yeux. Triste mais gentil. James rigola à travers ses larmes. Merci, ma chérie. Laura se leva. On finira ça ensemble. Toutes les trois. James leur prit la main. La justice ne s'arrêtera pas maintenant. Le mois suivant, Silverwood sombra dans un silence inhabituel, sous le choc, le silence et l'anxiété. La maison de Laura devint le centre de l'attention des journalistes, des équipes de télévision, des associations de défense des droits de l'homme et même du diocèse local. Ceux qui autrefois lui crachaient au visage baissaient désormais la tête en passant devant elle. Un matin, Laura préparait du thé dans la cuisine quand Hélène entra en tenant Paco l'ours, le visage rayonnant. « Maman, dit-elle, la nuit dernière, j'ai rêvé d'elle pour la dernière fois. »« Marie ?» Laura marqua une pause. Hélène hocha la tête. Elle portait un nouvel habit. Son visage n'était pas meurtri et ses cheveux étaient plus longs. Elle ne pleurait plus. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci. Merci de m'avoir écouté. » Puis elle est entrée dans la lumière. Laura posa sa tasse, les yeux embués. « Tu l'as aidé à reposer en paix, Hélène. »« Pas seulement moi, » sourit Hélène. « Toi et tonton James aussi. » La sonnette retentit. Laura ouvrit. C'était James Allen, vêtu d'une chemise blanche, tenant un bouquet de marguerites blanches et une petite boîte en bois. « Tu es en avance, » dit Laura. « On a un truc important aujourd'hui. Êtes-vous prêts ? » « Prêt ? » James fit un signe de tête à Hélène. « C'est toi qui as ramené ma mère à la maison. »« J'ai juste écouté mon cœur, » répondit Hélène, puis elle le serra dans ses bras de manière inattendue. James s'étouffa. Dans la vieille église où Marie a autrefois officié, une cérémonie commémorative a eu lieu. Pour la première fois depuis un demi-siècle, la cloche de l'église a sonné pour la vérité, et non pour le silence. La cérémonie a été présidée par le père Thomas, un prêtre nouvellement nommé, remplaçant celui qui avait été démis de ses fonctions pour avoir dissimulé des crimes. Nous sommes ici, résonna sa voix, pour restaurer le nom d'une femme dépouillée de sa dignité, de sa vie et de sa foi. Laura, James et Hélène étaient assis au premier rang. À leur côté se trouvaient Madame Rose et Monsieur Anthony, les premiers villageois assez courageux pour défendre la vérité. La photo de Marie était exposée avec honneur sur l'autel. En dessous, une nouvelle plaque commémorative en granit portait l'inscription suivante. Marie Allen, la mère oubliée, est revenue à la vérité. Le crucifix autrefois brisé avait été restauré et se trouvait désormais au centre de la plaque, brillant comme une blessure guérie. Après la cérémonie, les gens se sont rassemblés à l'extérieur. Laura était entourée de journalistes. « Madame Harris, comment vous sentez-vous aujourd'hui » a demandé l'un d'eux. Laura regarda droit dans la caméra, la voix ferme. « Ce n'est pas ma victoire. C'est la justice pour quelqu'un qui a souffert pendant 50 ans. Une âme autrefois réduite au silence a désormais un nom. Et c'est ma fille Hélène qui a entendu ses pleurs. » Hélène tenait la main de sa mère et parlait doucement dans le micro. « Je ne l'ai pas vue avec mes yeux. Je l'ai vue avec mon cœur. » La foule est devenue émotive. James s'avança, serrant Laura et Hélène dans ses bras devant tout le monde. « J'ai perdu ma mère avant même de la rencontrer, » a-t-il déclaré. « Ils m'ont menti, l'ont traitée de folle. Mais grâce à eux, je l'ai accueillie dans la vérité. » Les villageois, silencieux pendant toute la cérémonie, ont finalement commencé à pleurer, les personnes âgées, les jeunes, les femmes. Ils se regardèrent avec des expressions mêlées, honte, remords et admiration. Diana, la femme qui avait un jour insulté Laura au marché, s'est avancée. « Mademoiselle Laura, je suis désolée pour tout ce que j'ai dit. Je ne savais pas. » Laura croisa son regard, la voix douce. « Savoir suffit. Mais ne te tais plus. » Un vieil homme à côté d'elle hocha la tête. « Ce village doit beaucoup à Marie et à ta famille. » Cet après-midi-là, chez Laura, ils étaient tous les trois assis sur le porche, regardant le premier coucher de soleil vraiment chaud depuis leur arrivée à Silverwood.
Je me souviendrai d'elle pour toujours, murmura Hélène, toujours en serrant Paco dans ses bras. James lui tendit la boîte en bois. Ceci appartenait à ma mère. À l'intérieur se trouve une épingle à cheveux qu'elle portait jeune femme et un petit carnet. Elle a écrit un journal en latin. Souhaitez-vous le garder? Hélène ouvrit doucement la boîte comme s'il s'agissait d'un trésor. Je le garderai précieusement. Promis. Laura s'assit à côté d'elle, les yeux fixés au loin. Certaines douleurs ne peuvent pas être effacées, mais elles peuvent être guéries si nous osons les affronter. James hocha la tête. Et certaines âmes n'ont pas besoin de prière. Elles ont besoin de la vérité. Et quelqu'un comme ma mère, ajouta Hélène en se tournant pour serrer sa mère fort dans ses bras. Une semaine plus tard, le gouvernement provincial a organisé une cérémonie spéciale dans le comté de Greenville. Laura a été honorée du titre de « citoyenne courageuse pour la justice et la dignité humaine ». Lors de son discours, le juge en chef de la cour a déclaré « Aujourd'hui, nous rendons hommage à une mère, une femme, une citoyenne qui a osé affronter un demi-siècle de silence pour restaurer le nom d'une femme oubliée. Madame Laura Harris est la preuve vivante que la vérité est éternelle. » L'auditorium tout entier s'est levé pour une ovation debout. Hélène rayonnait de fierté en regardant sa mère s'approcher pour recevoir la médaille. Cette nuit-là, de retour au village, Laura ouvrit la porte de la maison autrefois plongée dans l'obscurité. Mais cette fois, il n'y avait plus de gémissements, plus d'odeurs métalliques, plus de rafales de vent glacial. Seule Hélène était assise par terre, jouant avec des briques Lego juste au-dessus du carrelage gris qui avait autrefois été le centre de tant d'horreur. Maman n'est plus là, mais je pense qu'elle est dans un endroit vraiment magnifique maintenant. Laura s'assit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. Je crois qu'elle est partie et nous a laissé une leçon importante. Quelle leçon, maman? Qu'il n'y a rien de plus effrayant que le silence face au mal. Hélène hocha la tête pensivement. Maman, dit-elle, j'ai l'impression que nous ne sommes plus des étrangers. Oh. Pourquoi ça? Parce que les gens du village ont commencé à me dire bonjour. Laura rit. Briser le silence peut aussi ouvrir le cœur des gens. Elle leva les yeux par la fenêtre où la douce lumière de la lune baignait le sol comme une douce couverture. Une brise passa, apportant le parfum des marguerites blanches. Il n'y avait plus d'esprit en colère. Plus de pleurs devant le miroir. Enfin seulement la paix. L'histoire de Laura, Hélène et de l'esprit de Marie-Hélène nous enseigne ceci, la vérité, peu importe depuis combien de temps elle est enterrée, trouvera toujours un moyen d'être entendue. Le silence face à l'injustice est la forme de complicité la plus dangereuse. Une personne courageuse, même seule, peut changer une communauté entière si elle ose défendre ce qui est juste. L'empathie, la maternité et l'intégrité ont le pouvoir de guérir même les blessures historiques les plus profondes. Et en fin de compte, c'est seulement en faisant face à la vérité que nous pouvons trouver la paix dans la vie et au-delà de la mort. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer notre chaîne et à vous y abonner. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque chaque jour. Nous vous remercions sincèrement de votre soutien. À bientôt.